Au Vésinet, 183 coureurs prennent le départ du 40e Paris-Roubaix, l'une des plus importantes épreuves cyclistes de l'année. Au départ du Paris-Roubaix 1939, Émile Masson prévient son fils. Dans la traversée de l'enfer du Nord, c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. À 60 km de l'arrivée, le jeune Masson se dit que l'avertissement de son père ne lui sera pas d'un grand secours. Il se traîne sans espoir dans un groupe de retardataires à 3 minutes des premiers. La voiture de son directeur sportif le dépasse et l'abandonne à son sort. Un homme seul sur les pavés est un homme perdu, à la merci de la moindre chute, de la moindre crevaison. Soudain, le jeune coureur wallon retrouve ses jambes. Il rattrape à ses clins le groupe des caïds, Magne et Schult, Archambault et Quint, Specher et Rossi. Il démarre encore et rejoint les deux échappés, Jean Magérus et Roger Lapébie, et les laisse sur place. Hélas, une crevaison brise son élan. Il voit une quinzaine de coureurs le dépasser tandis qu'il répare sa machine. Stimulé par l'adversité, il repart et se fait justice en les remontant un par un. À Roubaix, sur l'élégante avenue des Villas, le jeune Masson arrive nettement détaché. Son père se précipite vers lui à travers la foule pour le féliciter. Père et fils viennent de gagner Paris-Roubaix. En 1923, le petit garçon avait vu son père échouer ici de peu. Et il se souvient de son visage noir, de ses jambes maculées de boue, de son pas incertain et de ses lèvres desséchées. Quatre jours après sa victoire, Masson est mobilisé. Le 24 mai 1940, Roubaix tombe aux mains des Allemands. Le Nord-Pas-de-Calais est isolé du reste du pays et rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles. Paris-Roubaix ne reprendra son cours normal qu'après la libération, et le 21 avril 1946, Masson se présente à nouveau au départ. Il est dans le peloton de tête qui traverse les villages dévastés par la guerre. Les conseils de son père ne lui sont d'aucune utilité. Il termine à une modeste 11e place, loin du vainqueur, son compatriote Georges Claes. Sous la douche, tout lui revient d'un coup. Il remonte à ses courses de gamin, quand son père lui soufflait à l'oreille « Je veux bien te voir gagner Paris-Roubaix et mourir 2 heures plus tard. S'il en est ainsi, je m'en irai en paix en me disant « J'ai fait de mon fils un champion. À présent, il n'a plus besoin de moi. » Paris-Roubaix de père en fils, Paris-Roubaix comme une histoire d'amour filial. Le départ de Paris-Roubaix ressemble à tous les départs de courses cyclistes. Signature au contrôle, distribution d'autographes, ultime massage. On se reconnaît, on se congratule, on se tape dans le dos. Une convivialité tribale précède la férocité des empoignades. On feint l'indifférence et la sérénité, mais on se craint et on s'épie. On repère les joues creuses et les jambes nerveuses du rival en pleine forme. Enfin, les coureurs ont enfourché leur vélo. La course peut commencer. Ah merde. Terrils, routes de campagne, maisons de briques rouges serrées les unes contre les autres, chaleureuses et solidaires, sont le paysage de la course. Et puis des pavés qui laminent, qui froissent puis déchirent le peloton, des pavés qui séparent les forts des faibles. Enfin Roubaix, le long boulevard qui conduit au vélodrome, c'est quelques fragiles instants d'observation entre les derniers braves avant le dénouement. Après les traîtrises d'une route impitoyable, le sprint, disputé devant une foule familière et experte.
L'adresse du pistard prend le relais du travailleur de force. Enfin, le verdict tombe. La foule fait un triomphe au vainqueur. Cet homme qui revient de si loin. Le vélodrome. À la fin du siècle dernier, les courses cyclistes constituent la sortie du dimanche. Dans les gradins, les Roubaisiens applaudissent les champions, on crie, on s'enflamme, on proteste. Une arène a été dressée à côté de la piste. On y organise d'insolites corridas. Un lion dépressif affronte un taureau obtus. On surnommera plus tard le champion roubaisien Charles Krupland le taureau du Nord et les grands coureurs belges les lions des Flandres. Car les vrais guerriers, ce sont les hommes. Les spectateurs se pressent pour applaudir les exploits du Français Jacquelin qui dispute le titre de meilleur sprinter au Major Taylor, dit le nègre volant. D'autres champions, tout au long du siècle, viendront imprimer leur signature sur la ville. Sur le vélo, chacun veut être le plus costaud. Il pédale, il s'emballe, on ne voit plus que le Renault. Les couleurs de leur maillot, rouge, bleu, vert, jaune ou tango, pour le bonheur du populo. Sur le vélo. À la veille de la création de la course, Roubaix est une ville industrielle en pleine expansion, la capitale française de la laine. L'économie est dominée par quelques grandes familles. Le quotidien de l'ouvrier est terrible. Il trime 10 heures par jour, 6 jours par semaine pour un modeste salaire. Quand elles ne sont pas à l'usine, les femmes travaillent la laine à domicile ou tiennent l'un des innombrables cabarets de la ville. Le Nord, c'est aussi la mine. Toute une population vit sous la menace de l'accident, du coup de grisou. Dans ce quotidien éprouvant, le dimanche est attendu avec impatience. C'est le jour des fêtes, des fanfares et des jeux. On sort des courées pour se distraire, et parfois aussi pour crier sa révolte, comme en 1906, quand un coup de grisou jette dans la rue les mineurs en grève. Le cyclisme ne pourrait-il servir de médecine sociale? C'est ce que pensent deux notables roubaisiens, les promoteurs du vélodrome, Théodore Vienne et Maurice Pérez. Ils décident d'organiser une course reliant Paris à Roubaix et s'associent avec le seul quotidien sportif de l'époque, le Vélo. Le journaliste Victor Breyer est chargé de reconnaître le parcours. Il prend sa propre bicyclette et part de Paris plein d'enthousiasme. Après Amiens, le temps se met à la pluie. La route n'est plus que boue et pavé disjoint. Épuisé, transi et crotté des pieds à la tête, il écrit aux organisateurs « Renoncez immédiatement, ce projet est insensé ». Pourtant, le 19 avril 1896, 45 professionnels et 6 amateurs de l'arrondissement de Lille viennent signer la feuille de contrôle dans une salle du café Gilet, à l'orée du bois de Boulogne. Le premier vainqueur est l'Allemand Joseph Fischer, en 9h17. Le favori, le Français Maurice Garin, termine 3e. Paris-Roubaix raconte la journée de travail du mineur. Même souffrance, même angoisse. Quand le coureur débouche sur le vélodrome, le visage maculé de boue et de poussière, il évoque le retour à la surface du mineur après des heures de labeur souterrain. Le vainqueur du Paris-Roubaix est un modèle. Il est le frère de cet ouvrier roubaisien, cet homme du nom de Guermont-Pré qui a commencé à travailler à 10 ans, ne s'est jamais plaint, a élevé 10 enfants sans jamais réclamer d'assistance. Cet homme cité en exemple à des générations d'ouvriers est un travailleur de force. La course Paris-Roubaix, elle aussi, exalte les vertus de ce modèle d'homme et magnifie les exploits athlétiques des forçats de la route.
1907. Morsdel, un petit village des Flandres. Un jeune valet de ferme s'apprête à courir le Paris-Roubaix. C'est sa première grande course. Il s'appelle Cyril Vanovert. Comme j'étais très jeune encore, je suis allé voir l'arrivée de cette fameuse course de Paris-Roubaix. Et là, j'ai vu et constaté que ces personnes-là étaient des phénomènes, mais qui n'avaient que 2 bras et 2 mains comme moi. Et je me suis dit, bah, dites, moi, je voudrais aussi faire ça plus tard. Pourquoi pas? Mais il y avait un grand mais, il fallait un vélo. Alors, ça m'a duré des années parce que je recevais que de centimes et de francs à cette époque-là. Ça m'a duré 5-6 ans avant d'avoir la fameuse somme pour devenir propriétaire d'un vélo. La bicyclette étant ma propriété, j'ai été ce jour-là le plus heureux, le plus riche de la terre. Ce flamand taciturne et docile fait pitié. On lui prête un vélo, un mulet, assemblé à la hâte par des mécaniciens goguenards. À l'époque, Paris-Roubaix se court encore avec des relayeurs. Les champions ont le droit de se faire entraîner par des groupes de cyclistes qui se relaient à différents points du parcours. Vanovert, lui, est seul. L'équipe des vélos, la française, a tout misé sur ses coureurs vedettes, les frères Georget. Mais c'est la classe éblouissante de cet inconnu que l'on va remarquer. Vanovert ressemble à Paris-Roubaix. Cet homme rude et généreux est l'incarnation du parcours. Ses adversaires vont bientôt le surnommer Ventre ouvert. Cyril Vanovert, sans entraîneur, livré à son propre sort, échoue à une petite minute du français Georges Pinserieux. Le directeur sportif Pierre Pierrard apprend au journaliste médusé que son champion n'a même pas pu être ravitaillé. Il aura couru Paris-Roubaix avec une seule bouteille d'eau gazeuse. Mais l'année suivante, il gagne, soulevant ainsi l'enthousiasme de ses compatriotes belges. Roubaix tolère alors difficilement l'émigration belge. Le triomphe de Vanovert le Flamand est aussi une reconnaissance, une carte de séjour enfin conquise. La victoire du modeste valet de ferme entérine définitivement l'abandon de la bicyclette par l'aristocratie au profit des classes laborieuses. Désormais, grâce à Paris-Roubaix, le vélo anoblit les hommes du peuple venus de la ferme, de la mine ou de l'usine, comme les frères Pélissier. « 80 ans après la victoire de Vanovert, un autre inconnu gagne le Paris-Roubaix à la stupéfaction générale, Dirk de Mol. La victoire de Dirk de Mol, c'était la nôtre. Comme si, à force de se pencher pour guetter les coureurs, l'un de nous était passé de l'autre côté du miroir. La victoire de Dirk de Mol, c'est notre rêve d'enfant, enfin réalisé. De Mol est un modeste, un humble. Il a de grands yeux bleus étonnés et ce dos légèrement voûté de ceux qui obéissent plus qu'ils ne commandent. Envoyé dans une échappée pour servir de relais à ses leaders, il découvre son ambition au fil des pavés. L'échappée se réduit à 7 coureurs, puis 5, puis 2. Le Suisse Wegmüller, un rouleur infatigable, et De Mol. Au sprint sur l'avenue des États-Unis, De Mol se surprend à lever les bras. Avec lui, nous avons tous gagné Paris-Roubaix. Mais vous entend, mesdames et messieurs, je crois qu'ensemble, on peut donner mon vainqueur, Dirk a donné raison à sa femme qui lui disait « Je crois que tu ne peux gagner qu'une seule course, c'est Paris-Roubaix ». De Mol a fait sien le rêve de sa femme, et depuis, en effet, il n'a plus rien gagné. De grands champions comme Eddy Merckx ou Roger de Vlamingh ont tout gagné, et Paris-Roubaix par la même occasion. Mais Dirk de Mol, lui, est celui qui n'a gagné que Paris-Roubaix. Dirk is eigenlijk echt optimistisch vertrokken. Hij voelde hem goed, in een goede conditie. En Parijs-Roubaix is een klassieker die hem tamelijk ligt, als we van klassiekers mogen spreken. En
toch een klein beetje. Vooral als ik televisietoestel aanzette, dat hij mee was met de ontsnapping. Ja, automatisch toch in het diepst van je hart geloof je er een klein beetje in. Maar ja, je gelooft het maar als het er is. En dan nog. Dirk. Proficiat. Aujourd'hui, chez lui, son trophée trône en bonne place. La vidéocassette de sa victoire est prête à recevoir le visiteur. Ceux que le public du Paris-Roubaix attend, célèbre, regrette ou fête dans une ferveur partagée, ce sont les grands. Dans les grands tours nationaux, les champions se donnent rendez-vous dans un contre-la-montre au sommet de l'Alpe d'Huez ou au bout d'une longue étape pyrénéenne. Mais comment s'y prend-on pour remporter Paris-Roubaix? Ça commence la veille. Les mécaniciens cajolent la machine du futur vainqueur, car elle sera soumise à sa plus ingrate journée de l'année. Avant l'arrivée des marques extrasportives, Paris-Roubaix était le banc d'essai idéal des marques de cycles et de pneumatiques. La brutalité du parcours permettait de mettre à l'épreuve chaînes, dérailleurs, guidons et boyaux. Les grandes marques attendaient de leurs champions la plus efficace des publicités. Tout est prêt, les princes et les rois vont entrer en scène. Triple vainqueur de l'épreuve de 78 à 80, Francesco Moser, dit Chesco, est le dernier grand conquérant de la course. Il roule sur les pavés comme sur du plat, grâce à une musculature surpuissante qui lui permet de rentrer tête baissée dans le pavé sans le subir. Il ne se départit jamais de son style de poursuiteur. Allongé sur sa machine, il ne bouge pas d'un pouce, concentré sur son effort solitaire. Aux accélérations fulgurantes, il préfère imposer un train constant qui lui permet d'entrer seul sur le vélodrome de Roubaix. Autre temps, autre roi du Paris-Roubaix, le premier auteur d'un triplé, de 1909 à 1911, s'appelait Octave Lapise, dit Le Frisé. De petite taille, comme on a choisi de faire bref, trapu et volontaire, il ne se laisse jamais distraire par les encouragements des spectateurs, et pour cause, il est presque sourd. Il est cycliste contre l'avis de son père, qui l'accuse de mal tourner et l'oblige à travailler avec lui de 5 h du matin à 7 h du soir. Quand Octave veut s'entraîner, il paye de sa poche celui qui le remplace auprès de son père. À la veille du Paris-Roubaix, il est allé demander conseil à l'un de ses aînés, Eugène Christophe, qui l'a encouragé. « Ne t'occupe pas du parcours, fort comme t'es, je prends le pari que tu vas finir dans les 5 premiers. » Et en effet, Lapise coiffe au sprint le favori, Louis Trousselier, dit Le Terrible, qui croyait ce débutant épuisé par l'effort. Aussi à l'aise dans un grand tour à étapes que dans une classique en ligne, Lapise inaugure la lignée des grands champions français. La Grande Guerre va emporter Lapise, le Frisé. Le 14 juillet 1917, il est tué dans un combat aérien au-dessus de Pont-à-Mousson. La guerre de 14-18 dévaste et bouleverse les paysages du Nord. Champs troués d'impacts d'obus, fondrières boueuses, arbres calcinés. C'est cela que l'on appellera l'enfer du Nord. Paris-Roubaix héritera injustement de ce terrible surnom. Second triplé de l'histoire en 31, 34 et 35, voici le Flamand Gaston Rebry, surnommé le Bulldog. Rebry n'est pas un champion complet comme Lapise. C'est un spécialiste, un coureur né pour broyer du pavé. On le voit ici dans le Tour des Flandres 1934, fringant et décisif, sautant d'un pavé à un autre. Rebry aime ce pavé.
cramponné au vélo, les mains empoignant le guidon, il a une morphologie idéale pour courir Paris-Roubaix. Doté de reins solides et d'un torse de centaure, il rentre comme un obus dans les portions pavées et donne l'impression d'en ressortir encore plus vite. Quand la saison cycliste est terminée, Rebry fait commerce du lin et y gagne, dit-on, plus d'argent que dans le sport. Cet argent, Rebry le dépense sagement en achetant une maison après l'autre ou encore un estaminet. Le champion des champions, Fausto Coppi, n'a remporté qu'une seule fois Paris-Roubaix, mais sa victoire est entrée dans l'histoire des hauts faits de la course. Il se présente au départ du Paris-Roubaix 1950, vêtu de son beau maillot de champion d'Italie. Son ambition est simple, gagner. Il décide de durcir la course en attaquant dans la côte de Doullens, qui était autrefois le véritable juge de paix de l'épreuve. Sur le plateau venteux qui suit, le peloton se fractionne en plusieurs éventails. Des chasses terriblement éprouvantes s'organisent. Les favoris sont surpris par l'offensive. Louison Bobet et Rik van Steenbergen ont à peine repris leur place derrière Coppi que celui-ci les prend à contre-pied en grillant le contrôle de ravitaillement d'Arras. En quelques coups de pédale, le Campionissimo rejoint Ciardis et Maurice Dio, partis devant en éclaireur. Ciardis est le premier à lâcher. Dio s'accroche, c'est un obstiné, mais ce jour-là, Coppi est au zénith de sa carrière. Il passe de la droite à la gauche de la route, impose à Dio des coups de vent, des écarts, de brusques accélérations. À court d'oxygène, Dio ne peut que regarder l'Italien s'éloigner. À l'arrivée, Dio est à 3 minutes, Magny à 5, Van Steenbergen à 7. Malgré son physique fragile, ses nombreux accidents, ses fractures, Coppi n'a jamais eu peur de Paris-Roubaix. Un grand champion qui se respecte se doit de remporter la reine des classiques. Le Paris-Roubaix 1952 est resté dans toutes les mémoires, car il fut marqué par un duel de titans entre Fausto Coppi et Rik van Steenbergen. Le Belge est un colosse qui n'en est pas à un travail d'Hercule près. Sa robuste santé lui permet de passer de l'atmosphère enfumée des 6 jours aux rudes combats de la route. Le grand, comme on l'appelle affectueusement, va connaître un après-midi de chien. Tandis que Coppi caracole en tête en compagnie de Kubler et de Dupont, Rik accomplit un premier exploit en comblant seul un écart de près d'1 minute sur les leaders. Coppi devine ce que cette poursuite a dû coûter à son rival. Il n'a pas l'intention de le laisser récupérer, alors il attaque, impitoyablement. Kubler cède le premier. Un peu plus loin, Dupont est victime d'une crevaison. Rik et Fausto se retrouvent en tête-à-tête. Le calvaire du champion belge commence. Pour gagner, Coppi doit arriver seul, car à l'époque, Van Steenbergen est imbattable au sprint. Dans la côte de M, Coppi comprend que Rik ne le lâchera plus. Il se redresse et lui donne une tape dans le dos, comme pour l'inciter à prendre le relais. Rik n'aurait accepté ce geste d'aucun autre. Mais il s'agit d'une affaire entre grands seigneurs. Un code tacite auquel nous, pauvres mortels, n'avons pas accès. Rik rugit dans la dernière ligne droite et l'emporte avec plusieurs longueurs d'avance. Au Vélodrome, la surprise des suiveurs et des spectateurs est totale devant l'état d'épuisement de Van Steenbergen. Il ne tient plus debout, il s'affale sur la pelouse. Il avouera plus tard, Coppi roulait si vite que je me suis demandé si je n'allais pas laisser tomber. Un démarrage de plus et j'étais mort. Cette fois, un empereur. Sourire carnassier, buste droit, cuisses énormes et luisantes. Voici Rik van Looy, l'empereur des Rentals. Entouré d'une poignée de flamands taciturnes et dévoués, sa garde rouge, Rik domine son sujet, les courses d'un jour. À 3 reprises, il s'emparera de Paris-Roubaix en utilisant la même stratégie. Ses équipiers lui dégagent le terrain et une fois le peloton écrémé, l'empereur entre en scène. En quelques coups de rein dévastateurs, il réduit la course à sa plus simple expression. Il s'isole avec un petit groupe, 3 ou 5 coureurs, des malheureux à bout de souffle, trop contents d'être encore là. C'est Rik qui décide. Entre Paris et Roubaix,
Rick est chez lui. Le plus beau, le plus grand, le plus fort, Eddy Merckx. 25 ans après, on ne comprend toujours pas son impossible exploit du 13 avril 70. Cette année-là, l'addition sera sévère pour tout le monde, sauf pour Eddy Merckx. Malgré le handicap de 3 crevaisons, Merckx va triompher d'une coalition de champions d'exception. Éric Roger de Vlaminck, Éric Lehmann et André Dirix de la redoutable équipe Flandria. Les conditions atmosphériques sont éprouvantes. Pluie diluvienne, neige, pavés glissants, flaques d'eau larges comme des mares. À 30 km de Roubaix, Merckx part seul en tête. De Vlaminck et Lehmann le pourchassent en vain. Merckx, dont la rumeur disait qu'il était cette année-là au bord de l'abandon, porte une ultime attaque. À l'arrivée, les écarts sont incroyables. De Vlaminck est second à plus de 5 minutes. Ce jour-là, Merckx, dit le cannibale, s'est élevé au-dessus du Paris-Roubaix, survolant toutes les légendes du passé, semant à la fois ses rivaux et la course elle-même. Le miroir du cyclisme titre « Il les écrase tous ». Voici le recordman de l'épreuve, Roger de Vlaminck. Victorieux à 4 reprises, en 72, 74, 75 et 77, celui que l'on surnomme le Gitan a incarné, dans une Belgique complètement dévolue à Eddy Merckx, le front du refus. Individualiste, caractériel, de Vlaminck faisait sur le pavé des sprints tendus et soudains, affûtés comme une lame. Coude replié, le menton presque posé sur le guidon, il surfait littéralement entre les pavés. Pendant longtemps, Roger de Vlaminck n'a eu qu'une idée fixe, suivre Eddy Merckx le plus loin possible. À cette époque, il n'y avait pas d'autre choix. En 75, les deux champions entrent ensemble sur la piste, en compagnie de De Meyer et Dirix. Eddy Merckx lance le sprint dans les lignes opposées. Le Gitan se précipite dans sa roue, bénéficiant dans le virage de son inspiration. In een ideale positie rijdt de Vlaming. Eddy Merckx met de grote... Il déboîte à 100 mètres de la ligne et coiffe le grand homme sur le fil. Vlaming wint voor Merckx, Dirix en Marc de Meyer. Ces deux champions se sont partagés Paris-Roubaix, chacun interprétant scrupuleusement son rôle. Eddy Merckx en jeune prince adulé, victime de ce bandit de grand chemin de Vlaminck, amateur de coupe-gorge et de chemins pavés mal éclairés. De course en course, complicité et rivalité se nouent entre seigneurs du pavé. Dans les années 60, les hauts faits d'armes avaient tendance à se raréfier sur le parcours. La course risquait de devenir une vulgaire kermesse autour de victoires au sprint. En effet, les bulldozers sont en marche. Un bitume amnésique recouvre l'épopée et les secteurs pavés disparaissent les uns après les autres. En 1968, décidément l'année du pavé, les organisateurs et la presse décrètent que Paris-Roubaix est en danger. Albert Bouvet et Jean Stablinski sont chargés de découvrir de nouveaux secteurs pavés. Stablinski est un homme du Nord, un ch'ti d'origine polonaise, un ancien mineur. Comme la plupart des chemins qu'on prend maintenant, c'était méconnu du public, évidemment, ils m'ont demandé pour leur conseiller et pour voir s'il n'y en avait pas d'autres. Alors, ma foi, je me suis mis en route avec mon vélo, puis je l'ai trouvé quand même pas mal. Ce 7 avril 1968, les coureurs vont maudire Jean Stablinski. Jean Stablinski, vous me paraissez très marqué par ce Paris-Roubaix.
Ah ben, je ne sais pas si je suis seul, mais alors dis donc, les 30 derniers kilomètres, j'ai rien vu. Pourtant, vous êtes à l'origine de ce parcours, Jean. Oui, mais enfin, ça ne veut rien dire pour moi. Hein. C'est très difficile. Je crois quand même que c'est quand même très dur. Si vous deviez refaire le parcours, est-ce que vous choisiriez le même? Eh bien, je pense quand même que la preuve a été faite. C'est quand même un grand champion qui gagne et tous les plus costauds sont devant. Donc le parcours, ça prouve quand même que c'est un parcours difficile et puis c'est un parcours valable. Tous maudissent Stablinski, sauf un, Eddy Merckx, dont la victoire légitime le parcours et restaure la vérité de Paris-Roubaix en renouant avec son grand ancêtre Cyril Van Overt. Paris-Roubaix a sauvé son âme sur ces gros pavés de parvis médiéval. Le sport cycliste y retrouve une seconde jeunesse sur un parcours qualifié de diabolique. La traversée de l'effroyable tranchée de Vallers-Arenberg, qui réclame aux coureurs un effort et une audace d'un autre temps, fait flamber la passion du public. Tous les ans, la foule se presse sur les bords de la tranchée. Qu'on n'a pas celui-là. Ah, ils sont nombreux là, hein. Allez, Abile. Allez. Le Mac. Oh. Il n'y a pas de Poupou. Poupou est encore par derrière. Oh, yo. Ils devraient se mettre du côté, les voitures, hein. C'est très mauvais ici, hein. Motard, qu'est-ce qu'il a pris? Vous avez vu le banc qu'il a fait? Hein? Le motard, il a fait un rude banc. Oh, yo. Le ch'ti n'est pas triste. Il aime la bière qui mousse et le café fort. Dans le Nord, c'est la Ducasse toutes les semaines et Paris-Roubaix une fois l'an. Les gens du Nord regardent les coureurs remonter la tranchée comme un fleuve. C'est toute l'histoire d'une région qui se déroule. Le peuple d'une région sinistrée par le chômage vient sur le Paris-Roubaix oublier les usines fermées, les terrils rongés par la mauvaise herbe et les maisons condamnées. Les luttes sociales viennent parfois troubler la course. On ne distingue plus manifestants et amateurs de vélo. Chômage, ras-le-bol! Chômage, ras-le-bol! Le public s'écarte devant le coureur, lui tape dans le dos, le congratule. Après tout, c'est un travailleur, lui aussi. Au passage à niveau fermé d'Evin-Malmaison, 7 concurrents échelonnés se retrouvaient groupés en tête et se réconfortaient avant d'aborder les 40 derniers kilomètres de l'enfer du Nord. Bravant les obstacles, le coureur passe toujours, parfois même en narguant les locomotives. Heureusement que les gardes-barrières sont là pour les rattraper par la peau du cou. Paris-Roubaix grandit les hommes, crée des mythes, bâtit des légendes. Mais Paris-Roubaix est la course de toutes les injustices. Et l'injustice sportive est l'une des plus terribles. Paris-Roubaix 1930. Un tout jeune homme va survoler la course en attaquant sans relâche, avec une insolente facilité. Jean Maréchal a 20 ans, et comme on dit, il a tout pour lui. Il passe en tête au sommet des côtes. Il ne rate aucune occasion de montrer qu'il est le plus fort. Il se désigne aux yeux de tous comme l'homme à battre. Maréchal ne cesse d'accélérer et se retrouve seul avec le Belge Julien Vervaecke.
Durant plusieurs kilomètres, le môme maréchal ouvre la voie. À 6 kilomètres du but, Vervac s'accroche dans sa roue. Maréchal est irrité par la passivité du Belge et Vervac agacé par la désinvolture du Français. Vervac démarre et furieux, Maréchal se lance à sa poursuite, le rejoint. Ils sont au coude à coude. Julien Vervac tombe. Il se relève et reprend la route, mais il ne pourra jamais combler son retard. Le môme Maréchal gagne son Paris-Roubaix en arrivant détaché comme il l'a rêvé. Vervac franchit à son tour la ligne. Il veut se ruer sur son vainqueur. Vervac accuse le Français de l'avoir poussé. Maréchal crie sa bonne foi. Pour lui, le Belge est tombé tout seul. Personne, hélas, n'a vu l'incident d'assez près pour vérifier. Mais Vervac est équipé par la puissante marque de cycle Alcyon. Et Maréchal porte les couleurs d'un petit constructeur parisien. Jean Maréchal est finalement déclassé à la seconde place. Dès cet instant, c'est son existence entière qui est déclassée. Il ne retrouvera plus jamais l'état de grâce de son premier Paris-Roubaix. Paris-Roubaix 1934, autre course, autre injustice. À 10 km de Roubaix, le champion de France Roger Lapébie est échappé en compagnie des deux Belges, Gaston Rebry et Jean Wauters. Sa victoire ne fait plus de doute. Soudain, il crève. Et catastrophe, la voiture de son directeur sportif n'est pas là. Il continue de rouler une centaine de mètres, mais se laisse distancer. Lapébie se dit qu'il est en train de perdre Paris-Roubaix. Il s'empare alors d'un vélo de femme trouvé au bord de la route et rattrape une partie de son retard, puis il continue sur un vélo avec guidon de course prêté par un spectateur. Il passe en tête sur l'avenue des Villas. Quelques minutes plus tard, Gaston Rebry, soutenu par son directeur sportif Francis Pélissier, demande son déclassement. C'était très dur, mais je suis seulement deuxième, mais enfin, je gagne la course. Parce que Lapébie, il est disqualifié, mais... Ah, il est disqualifié, pourquoi? Quel motif? Là, il changeait le vélo. Lapébie paye cher le règlement. On ne plaisante pas avec l'outil de travail. À cette époque, il était interdit de changer de vélo. Le coureur était attaché à son vélo comme un chien à sa chaîne. Les machines étaient numérotées, poinçonnées, contrôlées, pour ne faire qu'un avec le coureur. Ce n'est pas un peloton, c'est un véritable bataillon cycliste qui s'élance vers le nord pour le 47e Paris-Roubaix, réputé la course cycliste la plus rapide du monde. La fine fleur du cyclisme routier de France, de Belgique et d'Italie a pris sa place parmi les 216 partants. Vainqueur l'année dernière et détenteur du record de l'épreuve, Van Steenbergen précède l'Italien Magni. Robic chasse très fort. Mojica s'échappe à l'Essen. À son tour, Mahé surgit du peloton, rejoint les deux leaders. La troisième grande injustice dans l'histoire de la course est une erreur d'aiguillage. Nous sommes en 1949. André Mahé est en tête, à quelques centaines de mètres de l'entrée du vélodrome, avec Jésus Mojica et Franz Lehnen. Soudain, tous trois sont déviés par un motard dans une rue située derrière le vélodrome. Mojica tombe. Lehnen et Mahé escaladent la porte de la tribune de presse pour entrer sur la piste. C'est Mahé qui gagne en battant Lehnen au sprint. À cet instant, le peloton de chasse arrive sur le vélodrome. Ce peloton est emmené par Cercé Coppi, le frère de Fausto, qui lui-même vient de terminer dans le groupe. Fausto aime passionnément ce petit frère moins doué qui vit dans son ombre. Mahé a gagné, mais Fausto pousse son frère à déposer une réclamation au motif que Mahé n'a pas accompli l'itinéraire officiel. Fausto menace de ne plus courir en France si justice n'est pas rendue à son frère. Mahé, qui a reçu le bouquet du vainqueur et effectué son tour d'honneur, apprend en sortant des douches qu'il est déclassé au profit de Cercé Coppi. La polémique va durer 9 mois. La fédération française reclasse Mahé. Coppi pousse alors la fédération italienne à faire appel. En août 1949, la fédération internationale décide de classer Cercé Coppi et André Mahé premier ex aequo. S'il y a bien quelque chose qui ne se partage pas, c'est la victoire.
L'injustice de Paris-Roubaix, c'est aussi qu'il y a peu d'élus et beaucoup d'exclus. Aujourd'hui, Miguel Indurain refuse même de courir le Paris-Roubaix, craignant qu'une chute compromette son mois de juillet. En 1981, alors qu'il gagne Paris-Roubaix 25 ans après Louison Bobet, Bernard Hinault laisse éclater sa colère. Course trop dangereuse, course stupide, dit-il. Elle est pourtant la classique la plus retransmise dans le monde. Est-ce l'effet de cette violence archaïque? Allez, alors, c'est formidable, alors là, vous avez... Pendant que les grands triomphent, chutes et crevaisons ont parfois raison du moral des coureurs. La remorque et la voiture-balai ne chôment pas. Les coureurs se font mécaniciens, on répare, on remplace la roue, on regonfle le pneu. On repart coûte que coûte, car il faut absolument terminer la course, même si c'est pour faire son tour devant les tribunes désertées et silencieuses. Mais combien d'entre eux ne franchiront jamais les portes du Vélodrome? Alain, s'il te plaît, Alain, Vincent, au moment où il met pied à terre, mais alors nous allons... Viens ici parce que je ne voudrais pas, Alain, qu'on gêne les coureurs derrière qui terminent, car ça a été vraiment dur. Oui, ça a été très dur, surtout je suis tombé au mauvais moment parce que on a attrapé le vent de côté et puis j'étais dans la dernière bordure, il a fallu revenir et puis c'était très dur, quoi. Et ici en fait parcours j'ai crevé quand j'étais avec Van Sprengel. On allait peut-être revenir, je sais pas s'il est revenu Van Sprengel. Et non, et j'ai crevé, alors j'avais pas de roue, j'ai dû attendre une roue au moins pendant 5 minutes et puis j'ai fini avec le pédalier qui coinçait, alors... Vous savez qu'il y a maintenant, je crois, quelque chose comme 26 minutes qu'Eddy Merckx est arrivé. Vous saviez qu'il avait gagné déjà, on vous le disait. Oui, j'attendais sur le parcours, oui, j'attendais sur le parcours. Paris-Roubaix est une course dangereuse, elle n'épargne personne, pas même un champion du monde. Eddy Merckx chute ici lourdement, sur l'épaule, dans la tranchée de Vallers-Arenberg. La modernité de Paris-Roubaix est d'être restée une course préhistorique, qui restitue la vérité originelle d'un sport cycliste où le coureur est encore un pionnier, un explorateur, lancé sur des chemins d'infortune. Le coureur de Paris-Roubaix n'a pas changé. 100 ans plus tard, il ignore toujours s'il parviendra indemne jusqu'au Vélodrome. Ces pavés anachroniques le renvoient à l'angoisse des premiers cyclistes. Conserver l'équilibre. À une quinzaine de kilomètres de Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle vient de s'échapper avec l'Italien Ballerini. Duclos est capable de faire l'extérieur, Duclos qui se met en danseuse.
Ballerini le surveille. Duclos démarre. Bien joué, bien vu, s'il prend la pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos à sa hauteur. Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini. Victoire de Duclos Lassalle. Duclos a dû gagner. C'est Ballerini qui lève le bras. Oh, j'ai cru voir Duclos. Mais cette fois, il n'y aura pas d'injustice. La photo finish désigne Duclos Lassalle vainqueur. Le Français a attendu longtemps. En 78, à la veille de son premier Paris-Roubaix, son chef de file, Jean-Pierre d'Anguillaume, lui confie « Si tu arrives à Roubaix avant la fermeture des portes du Vélodrome, alors tu pourras dire que tu es un vrai coureur. » Le fiston, il a les larmes aux yeux, le fiston, regardez comme c'est beau. Et madame, oh là là, que c'est beau cette image. Ah, ils en reviennent pas. Oh, je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais c'est pas possible. Ah, elle est pas belle cette famille. Ah, il y a des larmes. Paris-Roubaix, ce sont des histoires entre des pères et des fils. C'est aussi l'admiration d'un plus petit pour un plus grand. Actuellement, dans la traversée de Saint-Quentin, c'est la flash information.